Bonjour à tous et bienvenue au Social Show propulsé par Isata, le rendez-vous des pros du numérique et des médias sociaux où à chaque épisode, un créateur de contenu nous transporte dans ses coulisses pour nous dévoiler tous ses secrets en lien avec la création de contenu de manière stratégique et récurrente. Mon nom est Francis Jeté, j'anime le podcast et je te souhaite bon show! Donc aujourd'hui, on a la chance de discuter avec Julie Terrien. Julie, comment ça va ce matin? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. Julie Terrien, c'est une copywriter qui était ghostwriter et qui maintenant est une copywriter qui se met de l'avant. Julie, c'est la personne, dans le fond, qui t'aide à découvrir ta voix unique. Donc aujourd'hui, on va parler vraiment beaucoup de cette notion-là de voix unique, mais on va surtout parler avant tout pour débuter, Julie, de ton parcours. Comment t'es devenu ghostwriter, puis comment t'es passé de ghostwriter à une personne qui est capable de se mettre de l'avant dans tes propres contenus. Puis donc t'es sorti de l'ombre de ghostwriting et que là maintenant t'aides d'autres gens à trouver leur voix pour justement sortir de l'ombre et rayonner à partir de leur rédaction et de leur contenu. Fait que peut-être ma première question là, pour lancer ça, là, j'aimerais ça peut-être que tu me parles de ce parcours-là. Ben, en fait, écoute, j'ai un parcours, mon début de parcours, ça a été en enseignement. J'ai été enseignante pendant plusieurs années. J'enseignais l'art dramatique. Et déjà là, quand je faisais des spectacles, j'avais tendance à toujours aller chercher les enfants les plus timides, ceux que je voyais qu'il y avait un potentiel parce que j'aimais ça, les faire rayonner, les faire sortir de leur coquille. Donc, ça a toujours été en moi. Il est arrivé un événement dans ma vie qui comme bouleversé, puis j'ai décidé à un certain moment de retourner à l'université pour vivre mon autre rêve qui était d'écrire pour gagner ma vie. Donc, je suis retournée à l'université en rédaction professionnelle. Et là, ça a explosé assez rapidement pour moi. Mais au départ, j'étais plus dans les maisons d'édition. Donc, je faisais de la révision de livres pour les auteurs, puis j'étais aussi rédactrice. Et c'est comme ça, dans le fond, qu'est venu le ghostwriting. C'est qu'à un moment donné, quelqu'un cherchait une ghostwriter, on me l'a demandé, et là, j'ai eu ma première vraie expérience, puis j'ai vraiment... ça a été vraiment comme un coup de foudre. Je savais déjà, j'en faisais à petite échelle, en tant que rédactrice, mais là, un livre complet, c'était une nouvelle chose. Fait que là, j'ai commencé à faire du ghostwriting. Entre autres, j'ai écrit des livres pour des gens. Le dernier que j'ai écrit, par exemple, la personne a décidé que je sortais de l'ombre. Donc, il a été écrit comme co-autrice là avec Maman Caféine, Marie-Ève Piché, le livre Brisé. Puis c'est ça, à ce moment-là, à cette époque-là de ma vie, j'avais pas envie d'être en avant. Donc je me cachais constamment derrière les mots des autres, derrière les autres, parce que j'avais plein de peurs. J'avais peur de me faire bâcher, de me faire d'avoir des haters. Je sais pas, il y avait plein de choses qui faisaient que j'avais pas envie de me mettre de l'avant. Et puis il y a eu un moment où je sais pas, j'ai été comme il y a quelque chose qui s'est passé en moi, puis j'ai comme eu envie de laisser parler qui j'étais. Puis c'est là, dans le fond, que est venu, mon parcours de copywriter, où j'ai fait la certification avec Alexandra Martel, mais ce parcours-là de copywriter, c'était pour solidifier, dans le fond, l'expertise que je voulais développer en voix unique. Parce que ça fait très longtemps que j'ai... cette idée-là, mais je voulais, moi, je suis bien perfectionniste, fait que je voulais en savoir le plus possible, puis tout ça, pour avoir le plus de cordes à mon arc. Donc, dans le fond, c'est là qu'est née Julie, la spécialiste en voix unique. C'est ça. Puis là, quand tu faisais du ghostwriting, dans le fond, c'était déjà ça, ton travail, en fait, d'essayer de trouver la voix de l'autre pour qui tu rédigeais. Donc, à ce moment-là, tu sais, t'es parti, t'essayais de comprendre comment rédiger pour l'autre. Puis tu sais, on sait, là, t'entends n'importe qui dit qu'il a écrit un livre, on sait à quel point c'est demandant, puis c'est difficile. Fait que là, en plus de ça, de le faire pour quelqu'un d'autre, puis que la personne se reconnaisse là-dedans, c'est comme un challenge de plus.
Oui, absolument. C'était un gros challenge, mais c'est un challenge. Je pense que tu sais, comme je te disais, j'ai enseigné en théâtre, tu sais, j'ai une formation de comédienne aussi, puis je pense que ça a comme toujours été en moi, dans le fond, de mouler à des personnages ou à des gens, parce que j'ai une compréhension aussi je suis quelqu'un qui comprend le monde avec les émotions, avec l'énergie. Fait que je pense que c'est une facette de moi qui est facile de comprendre ce que la personne vit et tout ça. Donc, oui, écoute, c'était un défi, mais c'était un défi qui était super intéressant pour moi. Et effectivement, tu sais, pour moi, déjà là, était né le début, tu sais, dans le fond, de mon expertise en voix unique. Tu sais, là, il fallait, dans le fond, que je me rende moi public. Puis, ce qui a fait, tu sais, ça a été vraiment weird, là. J'ai commencé à publier sur LinkedIn, puis je pense qu'à mon deuxième post, ça avait déjà levé super gros. Puis ce qui m'a aidé, dans le fond, à réussir à avoir une grosse communauté, c'est d'avoir ma voix unique. Tu sais, puis pour moi, ça a tout changé. Ça a tout changé. J'ai réussi à me rendre visible. Ça m'a donné confiance en moi, d'être moi, puis de voir que les gens ils aimaient ça, puis tout ça, tu sais, puis que fait que ça c'est à partir de ça a comme solidifié mon envie, puis je me suis dit je veux qu'il y ait d'autres personnes qui vivent ça, ce que moi j'ai expérimenté. C'est super intéressant parce que tu sais l'objectif du podcast c'est ça, hein, il y a plein de gens qui nous écoutent qui créent du contenu de manière professionnelle pour aider leur entreprise, fait que ce soit dans le cadre d'un emploi ou comme entrepreneur. Il y a beaucoup de gens qui créent du contenu pour faire rayonner comme un produit, un service ou une entreprise, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce blocage-là pour créer du contenu et se faire rayonner. Donc, si je suis gestionnaire de communauté puis j'aide une entreprise, mais que moi, j'ose pas rayonner à mon nom, tu sais, comme qu'est-ce qui a été de cet élément-là de déclencheur peut-être pour toi, puis comme t'aurais-tu un conseil à donner aux gens peut-être pour leur permettre de dire comme hey, j'ai quelque chose à dire qui a de la valeur aussi, tu sais? Ouais, il y a eu quelques déclencheurs. Le premier, c'est un moins le fun. C'est un client que j'ai eu qui était... En tout cas, tu sais, il m'a amené au bout du rouleau, là. Et là, c'est comme si... puis tu sais, il me mettait toujours dans une position de servante, on va dire, je vais le dire comme ça, là. Puis là, j'étais comme, j'ai pas ma business pour être au service tu sais, dans le sens de pour être l'employé de quelqu'un. Puis, tu sais, je suis quelqu'un qui accumule et là, à un moment donné, ça a comme, je sais pas, ça a explosé. Puis c'est comme si tout d'un coup, j'ai eu envie que Julie apprenne sa place. Puis c'est certain aussi que j'ai eu de l'aide. J'ai engagé une coach, Tatiana Saint-Louis, c'est elle, dans le fond, qui a été le moteur, là, tu sais, qui m'a vraiment poussée pour que je fasse ma première publication. Mais c'est venu d'un désir vraiment profond de... Puis tu sais, est-ce que j'étais pas encore si solide que ça, là, tu sais, à ce moment-là, puis aujourd'hui, tu sais, des fois j'ai l'impression que c'est deux personnes différentes, mais il fallait que je fasse, tu sais, dans le fond, c'est juste de faire un pas, puis après ça un autre, puis après ça un autre. Tu sais, souvent c'est juste de faire le premier pas, c'est le plus difficile. Puis après ça, on devient plus solide, puis on commence à... Puis il y a des gens qui peuvent aider aussi autour, tu sais, quand on sait pas comment s'y prendre, tu sais. Ouais, tout à fait. Puis là, tu me dis, des fois, le premier pas, c'est un peu le plus difficile à prendre. Mais il y a des gens pour qui, tu sais, la constance, hein, la récurrence, ça devient... Fait qu'il y a beaucoup de gens qui publient une fois de temps en temps ou comme de trouver le temps. Fait que toi, Julie, t'es solopreneur, t'es à ton compte. Fait qu'on le sait, là, la job de solopreneur, d'entrepreneur, c'est on a beaucoup de choses à faire sur la to-do list. Donc, il y a de l'exécution pour rentabiliser la business, il y a la gestion de la business. Et à l'intérieur de ça, faut en plus de ça prendre du temps pour créer du contenu. Puis là, c'est une des raisons pourquoi j'ai décidé tu fais partie de ma liste d'invités pour la saison du Social Show. Dans le fond, c'est vraiment parce que je veux qu'on parle avec des gens comme toi qui réussissent à créer du contenu de manière récurrente et aussi de manière stratégique et performante. Donc, après ça, peut-être tu me parles de ton processus créatif, de ta routine, là, dans le fond, qui te permet justement d'être récurrente là, malgré les défis d'être un solopreneur. Écoute, pour moi, d'être constante, c'était pas quelque chose ça a été un autre défi
parce que tu sais, c'était pas quelque chose qui était naturel pour moi là d'être constante dans quelque chose comme ça. Là, je te dirais comme dans la création de contenu. Donc je l'ai mis à mon agenda. Moi, je m'étais donné le défi de le faire 2 fois par semaine, c'est les lundis, les jeudis, et j'avais mis dans mon agenda des blocs. Puis c'était ça que je faisais tout de suite en me levant le matin. Puis c'était non négociable. Donc c'est comme ça, tu sais, c'était vraiment non négociable. Donc je le faisais systématiquement tous les lundis, tous les jeudis. Puis c'est comme ça aussi que, ben maintenant c'est rendu naturel là. Tu sais, je le fais. C'est sûr que ça m'arrive de sauter une journée ou une semaine, mais pas, tu sais, de façon drastique là. Tu sais, c'est vraiment c'est une discipline, mais c'est une discipline, c'est comme n'importe quelle habitude. À un moment donné, ça devient comme juste naturel, tu y penses plus, puis tu le fais. Ouais. Donc, ça a vraiment été ça pour moi, là, la clé. Fait que c'est vraiment excellent. Fait que c'est simple, mais après ça, c'est quand même de se motiver puis de c'est de tenir, c'est ça. Ouais. Fait que, de tenir sa résolution, mais en même temps, tu sais, c'est comme quand je voyais les résultats, puis quand je voyais que ça fonctionnait, que j'élargissais mon réseau, que je rencontrais des gens super intéressants, etc., etc., c'est sûr que là, il y a une motivation qui devient de plus en plus grande parce que tu veux que ça continue, que tu veux continuer à élargir ton réseau d'entrepreneurs, puis tout ça. Donc, puis c'est des discussions, ça engendre des discussions, ça engendre toutes sortes de belles situations. Donc, c'est ça. Il y a cette motivation-là qui embarque aussi à un moment donné quand ça commence à... Tu disais que, bon, ben, tu sais, rapidement, tout ça a bien performé, tes contenus. Donc, peux-tu me parler un peu de, justement, comme, tu sais, dans ton processus créatif? Fait que là, la première étape, je pense, tu l'as bien dit, là, c'est de mettre le temps à l'agenda. Mais ensuite de ça, quand tu es assis là, devant la page blanche là, pour créer, mettons, la fameuse page blanche, hein, comme ils viennent d'où tes idées, puis comment tu combats ce syndrome potentiel de la page blanche? J'ai pas beaucoup, je l'ai quand j'écris pour les autres. J'ai pas beaucoup le syndrome de la page blanche pour moi-même. C'est constant dans ma tête. J'écris dans ma tête constamment. Par contre, tu sais, c'est sûr que je note. Je note plein de choses. Moi, je peux voir un oiseau marcher à terre, puis là, tout d'un coup, j'ai une idée, ou je regarde la télé. J'ai toujours des idées. Fait que je note tout pour les jours où j'ai moins d'inspiration. En général, je te dirais que je laisse monter ce qui est là. Parce que pour moi, c'est très important d'être vrai. Puis je pense que c'est pour ça aussi que les gens ils me suivent. Donc, je laisse monter ce que je vis présentement. Je repense à ma semaine, à tout ce que... Puis je laisse vraiment monter ça parce que, tu vois, à un moment donné, j'ai essayé de faire... Moi, je suis vraiment... je fais pas de planification, là. J'ai essayé de planifier mes publications comme plusieurs semaines à l'avance. Et puis, ça fonctionnait pas. J'ai vu mon engagement baisser beaucoup parce que ça partait pas de mon cœur. Ouais. Puis, donc, pour moi, c'est important, il faut que ça parte de vraiment du cœur. Sinon, ça fonctionne pas. Puis, je pense que les gens le sentent. Fait que c'est vraiment ça. Ça, c'est ma méthode à moi, là. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est mon métier aussi. Donc, voilà, je pars de ce que j'ai dans le cœur. Puis, tu sais, des fois, ça bifurque, puis là, je change de sujet, mais au départ, c'est tout le temps ça. OK. Donc, tu te laisses inspirer, puis tu es beaucoup sur le moment. Ouais. Par contre, être sur le moment comme ça vient avec des petits défis au niveau de comment on s'assure, dans le fond, pour être toujours aligné à nos objectifs d'affaires, puis stratégique en lien avec notre business, parce que au-delà de créer du contenu puis générer de la visibilité, ben on veut que ce contenu-là nous donne des résultats. Fait que toi, en étant un peu plus comme en mode inspiration, comme ça, comme c'est quoi les éléments clés qui te permettent de t'assurer qu'à chaque fois que tu crées du contenu, tu es vraiment aligné. Évidemment, tantôt, on va parler de la notion de la voix unique, là, qui est ta spécialité, mais au-delà de ça, comment tu t'assures qu'à chaque fois que tu crées du contenu, tu es vraiment aligné avec tes objectifs d'affaires? Écoute, c'est sûr que dans mon processus d'apprentissage du copywriting, il y a aussi, tu sais, le fameux segue dont Alex parle souvent. C'est en fait le segue, c'est de commencer à raconter une histoire puis de faire un lien après ça avec ton domaine d'expertise, l'entrepreneuriat, etc. Donc ça, c'est devenu aussi bien naturel pour moi de le faire.
Donc, tu sais, souvent, je vais prendre une situation que je vis ou une histoire que j'ai envie de raconter, peu importe. Puis, je vais essayer de trouver, dans le fond, les points communs avec soit la voix unique, l'entrepreneuriat ou, tu sais, quelque chose là en rapport avec ma business et le tourner de cette façon-là, dans le fond, pour parler de mon expertise, pour parler de mes services sans faire des pitchs de vente de manière agressive, tu sais. Ouais. Puis là, dans le fond, tu sais, toi, tu fais quand même quelques lancements, tu as une offre de service qui est quand même diversifiée, puis tu essaies de faire progresser cette offre de service-là avec le temps en fonction de où est-ce que tu es rendu dans ta business. Puis donc, justement, comme quand tu as un lancement qui s'en vient, est-ce que là, tu utilises principalement la technique du segway, que là, tu restes aligné à comme ton inspiration du moment, ou là, tu pars un peu plus de ce projet-là pour développer une stratégie de contenu, si on veut? Ouais, c'est sûr que quand je suis en lancement ou quand je veux vendre quelque chose, là, un produit qui est éphémère ou peu importe, c'est sûr que là j'ai une stratégie de mise en place davantage. Tu sais, c'est sûr que je vais faire des publications qui sont du soft sell comme on dit là, tu sais. C'est de la vente un peu détournée, mais je vais aussi en faire qui sont un petit peu plus in your face, si tu veux, là, tu sais, de la vente, puis ça paraît que c'est de la vente parce que, bon, je suis en train de vendre quelque chose, tu sais. Ouais. Mais dans le fond, la formule gagnante, c'est de faire une espèce de mélange de tout ça pour pas que ça tanne les gens, tu sais, de constamment leur bombarder là, des pitchs de vente un après l'autre. Mais oui, c'est sûr que je publie plus souvent quand je suis en lancement. Puis j'ai davantage une stratégie. Là, tu sais, là, j'ai un calendrier de contenu là, quand je fais des lancements. Très, très intéressant. Fait que là, on voit que tu as comme ta stratégie pour ta présence un peu plus de manière récurrente et constante. Et après ça, tu as comme une deuxième stratégie qui est spécifique à un lancement ou un projet de manière. Fait que ça, c'est super intéressant, justement. Fait que ça te permet d'avoir cette constance-là et de vraiment venir rajouter un peu plus d'efforts quand c'est c'est bon. Ça me permet d'être, tu sais, parce que ce que j'aime de créer sur les réseaux sociaux, c'est de laisser aller mon côté créatif, mon inspiration. Mais là, quand je suis en lancement, là, je tombe en mode la fille de marketing. Puis là, ben, je vais tout en restant moi-même, là, évidemment, puis en continuant. Mais c'est sûr que là, la fille de marketing, elle prend un petit peu le dessus là, sur l'artiste. Je sais pas comment dire ça. Là, mais... tu nous disais, tu avais comme une fréquence de publication que tu te mettais à peu près deux blocs, là, les lundis, les jeudis. Ça, c'était au début. Est-ce que ça a évolué avec le temps en fonction de ta présence, qui a aussi évolué sur les plateformes médias sociaux? Puis comme concrètement, là, tu passes comme combien de temps présentement là, à créer du contenu par semaine? Ça l'a évolué, oui. Oui, c'est sûr, parce que avant c'était uniquement LinkedIn. Maintenant, il y a Instagram aussi qui fonctionne bien pour moi. Donc, c'est sûr que je passe plus de temps parce que Instagram, c'est beaucoup plus visuel. Donc, c'est des carousels, c'est plus des... Tu sais, je dois ajouter plus de trucs visuels. Là, tu sais, fait que c'est sûr que ça me demande plus de travail. Je te dirais que là, j'essaie de publier plus 3 fois par semaine, mais pour moi, plus que ça serait contraignant. Puis je sais que je me tannerais puis j'aurais plus envie de le faire. Donc, je préfère publier 2 ou 3 fois par semaine, mais le faire de façon constante que de me garrocher à 5 fois semaine puis d'arrêter parce que je suis fatiguée. Tu sais, je me connais, là, ça... Fait que, tu sais, on va dire les vraies choses, 2 à 3 fois par semaine, c'est déjà beaucoup. Fait que... C'est déjà énorme, ouais. C'est déjà beaucoup, là. Fait que, tu sais, faut... 5 fois, ça serait énorme, là, tu sais. Fait que déjà, 2 à 3 fois, faut c'est ça. Non, je suis contente, écoute. Non, je suis contente, mais tu sais, des fois, j'envoie des gens, là, tu sais, je suis comme, comment ils font? Mais bon, regarde, on n'a probablement pas la même réalité. Ah, puis là, toi, tu es présentement active sur LinkedIn, sur Instagram, puis tu as ton infolette aussi. Oui, j'ai mon infolette. Aussi, j'ai commencé aussi à écrire. Là, je donne de l'amour à mon site web là parce que je le négligeais tout le temps au profit des réseaux sociaux. Là, j'y donne de l'amour, c'est dans ça j'écris des articles de blog aussi. Fait que.
Si tu prends le temps d'écouter le podcast, c'est la preuve que tu aimes ça apprendre et que tu peux améliorer ta création de contenu et tes résultats. Mais si je te disais que tu peux aller encore plus en profondeur sur l'optimisation de ton contenu sur certaines plateformes, serais-tu curieux de savoir comment? C'est simple, tu as juste à te rendre sur le site d'Izarta pour consulter les sujets de formation que je donne en lien avec les médias sociaux. TikTok, la publicité Facebook, Instagram, LinkedIn, peu importe la plateforme sur laquelle tu aimerais ça en apprendre davantage, j'ai sûrement une formation sur le sujet. Tu aimerais développer ton propre podcast, j'ai aussi une formation là-dessus. Puis ça, c'est juste mes formations à moi. Il y a une foule d'autres formations données par des experts d'autres domaines, que ce soit en lien avec le marketing numérique ou plein d'autres sujets fascinants qui vont t'aider à propulser ta carrière. Visite formation.izarta.com pour consulter le calendrier des formations et t'assurer de réserver ta place. Merci à Izarta de commanditer le podcast Le Social Show. Je sais pas si c'est comme moi, mais perso, ce qui m'allume le plus en marketing numérique, c'est vraiment l'aspect stratégique et créatif, pas l'aspect technique. C'est vraiment ça qui m'a allumé la première fois que j'ai entendu parler du CMS québécois RubberDuck. Fini les mises à jour et les bugs de plugins. Fini de chercher des développeurs web pour mettre à jour ton site chaque fois que tu veux faire des modifs. Fini de te perdre dans le code pour intégrer tes pixels et tes outils de tracking statistiques. Si tu travailles avec des entreprises de services ou des clients qui ont besoin d'un site vitrine qui se montre comme un jeu d'enfant, RubberDuck, c'est la solution parfaite pour toi. Tu as besoin de créer un site bilingue? Pas de problème, tu peux facilement modifier les pages franco et anglo en même temps. En plus de ça, c'est eux qui s'occupent du support si tes clients ont des bugs techniques. Qu'est-ce que tu veux de plus? Un chèque? Ben imagine-toi donc que RubberDuck offre en plus des ristournes aux professionnels du marketing et aux agences qui développent des sites web pour leurs clients. Visite rubberduck.io/essai pour tester la plateforme gratuitement pendant 14 jours. Un gros merci à l'équipe de RubberDuck de commanditer le podcast. De retour avec notre invité. Tu as trouvé ta voix unique. Pour toi, c'est simple de trouver des idées de contenu, comme tu l'as dit. Il y a des gens qui vont être jaloux quand ils vont écouter ça, mais pour toi, ça vient facile. Mais qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi présentement dans ton processus de création de contenu? Parce que j'imagine que comme tout le monde, un peu, t'as tes challenges. Ouais. Fait que pour toi, c'est quoi ces challenges-là? Mon challenge, ben écoute, c'est sûr que c'est le temps. Je trouve que, tu sais, je te mentirai pas, ça prend du temps, tu le sais. Ouais. Ça prend beaucoup de temps. Puis c'est du temps, oui, c'est rentable à long terme, mais tu sais, c'est du temps où on n'est pas nécessairement payé. Fait que c'est sûr que ça, c'est mon défi. Des fois, ça, tu sais, je suis un peu, pas découragée, là, mais tu sais, comme essoufflée, là, je te dirais, tu sais, parce que, tu sais, les gens, tu sais, souvent, ils pensent, ça prend 20 minutes, mais non, dans les faits, moi, ça me prend pas 20 minutes. Dans le sens que je suis, tu sais, des fois, oui, là, ça peut arriver, mais en général, ça me prend du temps. C'est sûr que c'est mon métier aussi, tu sais, fait que je suis peut-être bien perfectionniste, là, tu sais, puis tout ça, mais, fait que, tu sais, c'est sûr que ça me prend quand même du temps, puis, ben, regarde, c'est ça. Il y a ce défi-là, puis le deuxième défi, c'est de créer quand je suis fatiguée. Quand j'ai pas d'énergie. Parce que là, je vais dire, les idées, là, on dirait des fois que mon cerveau, c'est le seul moment où je te dirais que mon cerveau est assez au neutre, là, c'est quand, tu sais, comme là, cette semaine, on a changé l'heure. C'est une semaine difficile côté énergie. Fait que ma créativité est pas au top. Ça, je trouve ça dur. Ouais, ça, c'est quelque chose je trouve qu'on n'aborde pas assez, hein, justement, cette réalité-là que pour être créatif, pour créer du contenu, ça prend une portion de créativité. Tu as de l'exécution là-dedans, mais l'exécution est liée souvent avec une portion de créativité, puis ça te prend quand même un certain niveau d'énergie mentale pour être capable d'exécuter du contenu. Puis effectivement, c'est quelque chose qu'on parle pas assez. Tu sais. Toi, est-ce que tu as des trucs justement pour essayer de prévenir cette fatigue-là mentale un peu, ou t'as-tu des trucs que tu pourrais partager, ou t'es encore en train d'apprendre ça? Je suis en train d'apprendre ça encore. J'ai de la difficulté à me reposer pour X raisons, entre autres parce que je suis passionnée par ce que je fais. Mais tu sais, c'est ça. Je trouve mes trucs, ben écoute, souvent ce que je vais faire, c'est que je vais juste écrire, même si c'est horrible ce que j'écris. Faire du brain dump là dans le fond. C'est ça, je vais juste écrire. Automatiser un peu plus. Oui, puis tu sais, à un moment donné,
hop, puis il y a quelque chose qui sort, puis là, ben, tu sais, des fois, ça coule, puis tu te demandes comment t'en es arrivé là, puis tu sais, c'est cool. Mais il y a d'autres fois où ça fonctionne pas, puis tu sais, c'est difficile quand t'es un créateur ou un rédacteur ou whatever, c'est que ben les gens s'attendent, on dirait que les gens s'attendent à ce que tu sois comme une idée, une machine à idées, tu sais, constamment. Mm-hmm. Puis ben, fait quand ça, tu sais, comme cette semaine, j'ai plein de choses à faire, tu sais, à créer pour moi, mais quand même qui sont urgentes, mais j'y arrive pas parce que mon cerveau il est fatigué. Mm-hmm. Et là, ben, tu sais, il y a quand même un petit moment de panique de dire, hey, là, faut que ça avance, mais ça avance pas, tu sais, mais en même temps, c'est comme ça, tu sais, je veux dire, on n'est pas des machines, même si on aimerait ça. Non, puis, exact. Et puis, mais je pense que, tu sais, c'est vraiment important qu'on en parle, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on parle pas assez souvent, cette notion-là d'énergie et de santé mentale. Puis je pense qu'il faut pas avoir peur, dans le fond, de sauter une semaine. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme, oui, d'un côté, sur les plateformes numériques, on va essayer d'être constant, d'avoir une certaine récurrence. Cette constance-là et cette récurrence-là sont importantes pour nous permettre de tester différents contenus, différents angles, différents sujets, puis que sur le long terme, on ait testé assez de choses pour nous permettre de comprendre qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Et de l'autre côté, d'apparaître assez souvent pour rester top of mind, que les gens pensent à nous quand ils ont besoin de passer à l'action et tout. Mais je pense que c'est important de se laisser la chance de, comme quand on n'a pas l'énergie, ben de prendre cette semaine-là un peu plus légère, je pense, en termes de création de contenu, puis de prendre son recul, puis ça va juste faciliter théoriquement le retour par la suite. Tu sais, comme moi, j'ai une infolette, puis les semaines que je suis trop débordé, je décide de pas la faire. Puis, tu sais, théoriquement, je suis supposé la faire aux semaines, mais des fois, ça va aux 2 semaines. Puis, je me donne cette liberté-là parce que, dans le fond, c'est du contenu qu'on offre gratuitement. Hein, fait que je pense Exactement. Au final, on est là pour essayer oui, d'aller chercher de la visibilité, mais en même temps, d'amener de la valeur. Donc, si pour nous, c'est quelque chose qui est plus challengeant une semaine en termes de disponibilité puis en termes d'exécution de qu'est-ce qu'on doit faire à l'extérieur dans notre business, ben il faut se donner l'espace de faire ça. Puis ça, moi, j'ai un peu plus de facilité avec ça. Là. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est important qu'on en parle. Puis, ouais, ben je commence à être pas pire là, comme vraiment depuis je me suis fait pirater mon compte Instagram, j'ai perdu tous mes abonnés, tout ça, tu le sais. Puis on dirait que j'avais l'impression sur le coup que la Terre allait s'arrêter de tourner, tu sais, c'est comme oh non, finalement rien de tout ça est arrivé. Puis on dirait que ça m'a donné ça m'a permis de lâcher prise, puis que là j'ai compris que c'est pas la fin du monde là, tu sais, c'est un événement imprévu qui m'a comme fait du bien en quelque sorte parce que ça m'a comme obligée à lâcher prise puis à me faire comprendre que c'est pas la fin du monde. Ouais, ça t'a permis d'apprendre quelque chose. Après ça, tu sais, là depuis tantôt, je dis que c'est important de se laisser la chance de prendre un break, mais faut faire attention aussi pour pas tomber après ça dans la procrastination puis pas revenir. Hein? C'est comme l'entraînement, là, tu sais, comme t'arrêtes une semaine puis après ça, ça fait 3 mois. Ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est vraiment c'est un défi, mais tu sais, c'est sûr que quand plus ça devient une habitude, moins le défi est grand de revenir parce que c'est comme dans le fond, comme si tu prenais une petite vacance puis tu reviens travailler après. Mais tu sais, c'est pas obligé d'être long non plus. Tu sais, des fois, je me rends compte que quand il y a rien qui sort, je fais juste comme aller prendre une marche ou aller dans le salon regarder un épisode sur Netflix, puis là, tout d'un coup, pouf, les idées recommencent, tu sais. Parce que je fais autre chose, mon cerveau il est ailleurs, puis là, ben il recommence à fonctionner. T'sais. Quand on force trop, des fois, ça sert à rien. Faut juste comme, c'est ça la créativité. Des fois, c'est changer le contexte qui va ramener les idées, penser à autre chose, faire bouger le corps, juste se concentrer sur sa respiration, donc prendre une petite pause mentale, puis juste comme revenir dans son corps un peu aussi peut aider. Là. Ouais. Super intéressant. Donc là, on a parlé un peu de ton processus créatif, puis comme ta routine puis tout ça. J'aimerais ça peut-être que tu nous parles un peu de justement comment les gens peuvent développer leur voix unique. Ben c'est quoi premièrement une voix unique, hein? On peut s'en douter un peu, mais tu as fait une publication là-dessus sur LinkedIn, c'est que c'est pas évident pour
tout le monde de comprendre c'est quoi ça, une voix unique, puis comment on se l'approprie, cette voix unique-là. En fait, tu sais, il y a plusieurs dimensions dans la voix unique. Je dirais comme solopreneur, notre voix unique peut souvent être liée à notre entreprise d'une certaine façon. Donc, dans le fond, c'est d'essayer le plus possible de retransmettre nos couleurs, notre personnalité. Moi, je dis que la voix unique, c'est ta personnalité, mais à l'écrit. Donc, c'est dans le fond, quand les gens te lisent et te rencontrent, ils ne devraient pas avoir une si grosse surprise parce que ça devrait être relativement semblable. Donc, ça nécessite parfois de laisser tomber des règles grammaticales, de se laisser aller dans un vocabulaire qui est peut-être pas celui qu'on nous a appris à l'école, par exemple en utilisant des anglicismes, en parlant tu sais, comme nous, on vient du Québec, fait qu'en parlant en écrivant peut-être plus des mots québécois, tu sais, des élisions et tout ça. Puis, ben évidemment, tu sais, ça demande quand même. Il y a certaines personnes qui l'ont très naturellement. C'est un petit pourcentage. Puis, il y a beaucoup de gens, dans le fond, qui ont besoin pour qui c'est moins facile, puis qui ont besoin d'avoir une réflexion plus poussée. Tu sais, c'est une réflexion qui va jusque choisir les mots, choisir la ponctuation, choisir le rythme des phrases. Tu sais, il y a plein de choses à prendre en considération. Puis, encore plus, si ton entreprise est pas tout à fait... Tu sais, des fois, il y a certains aspects de notre entreprise qui sont différents de notre personnalité. Tu sais, on a plusieurs facettes de notre personnalité, mais des fois, il y en a qu'il faut qu'on garde pour nous là, dans la vie privée. Fait que ça, c'est déjà un peu plus difficile parce que là, il faut non seulement trouver sa façon à soi de s'exprimer, mais la combiner avec celle de notre entreprise et celle de notre clientèle cible. Donc, c'est un beau melting pot de ces trois affaires-là qu'on doit travailler, dans le fond, pour réussir à être soi-même, puis à avoir du fun à écrire, puis attirer la bonne clientèle, se démarquer. Tu sais, parce que comme je dis souvent, des experts, il y en a plein. Il y en a des tonnes, on peut en trouver plein. Mais ce qui va faire la différence entre, tu sais, si la personne veut faire affaire avec toi ou une autre personne, bien souvent, c'est la personnalité, c'est les valeurs, tu sais, etc. Donc, c'est super important. J'en parle souvent dans mes formations LinkedIn parce que souvent, les gens, comme sur LinkedIn, ils savent pas quel contenu est où la ligne, etc., etc. Puis je dis souvent, comme même si c'est du B2B, à la fin de la journée, on continue à communiquer avec d'autres êtres humains qui ont des personnalités, qui ont des émotions. Hein? Fait que tu sais, c'est comme de cette notion-là d'avoir son authenticité, son unicité, ben va faire que peut-être que en partant, ta voix unique va avoir un impact bénéfique sur les gens qui vont te lire et qui vont dire comme cette personne-là, elle a de l'air dynamique, elle a de l'air intelligente, allumée ou quoi que ce soit. Puis que là, en fonction des mots qu'on va utiliser puis tout le kit. Puis un élément clé que tu mentionnes dans la voix unique, c'est pas juste de hey, je suis moi puis j'écris ce que je veux. Hein, c'est pas juste ça, faut aussi que ça soit aligné avec oui nos valeurs, mais à qui on s'adresse. Absolument. Avec notre clientèle cible, tu sais. Fait que où la ligne entre j'écris ce que je veux ou c'est les sujets qui m'intéressent puis je suis authentique puis mais ça résonne quand même avec mon audience. Comment on fait pour trouver ce juste milieu-là, mettons? Ben, dans le fond, c'est sûr qu'il y a c'est sûr qu'il y a de la recherche à faire, il y a une étude à faire auprès de sa clientèle et tout ça. Mais tu sais, dans mes formations, ce que je fais, c'est qu'on décortique vraiment tout ce qui est la personnalité de la personne. Après ça, la personnalité de l'entreprise. On va faire une étude de toute la clientèle. Puis après ça, on voit c'est quoi qu'il y a en commun. Qu'est-ce qu'on peut mettre de l'avant qui va faire qu'on va rester vrai et authentique tout en plaisant ou en attirant la clientèle qu'on veut attirer. Donc, c'est vraiment d'aller chercher tous ces aspects-là, dans le fond, les choses qui sont communes. Puis mettre, dans le fond, l'accent là-dessus le plus possible. Puis dans ces éléments-là communs, ben est-ce que c'est à partir de là que tu vas aller chercher, mettons, ta liste de mots ou tu sais, ça fait partie de ton approche d'essayer de trouver comme quel mot qui me reflète, puis comment j'inclus ça dans mon vocabulaire pour me faciliter la vie quand même le temps de rédiger, comme tu peux nous parler un peu de cette portion-là de ton approche?
Ouais. Ben dans le fond, c'est que quand on veut faire il y a les mots qu'on utilise dans la vie de tous les jours qui sont il y en a plusieurs que c'est OK de les utiliser parce que ça fait partie de qui on est. Il y a les mots aussi qui vont faire ressortir, tu sais comme là on tombe il y a la voix unique, on tombe peut-être un petit peu dans le champ lexical, c'est qui vont faire ressortir par exemple les valeurs qu'on veut que les gens comprennent qu'on a, tu sais. Qui vont faire ressortir notre personnalité, qui vont aussi les mots que les clients, notre clientèle cible utilise. Tu sais, des fois, si par exemple tu veux t'adresser à des, je sais pas, les Z, ben il y a probablement un vocabulaire qui est peut-être pas le même que toi, mais là, tu sais, essayer, dans le fond, c'est de trouver un juste milieu pour les attirer sans te dénaturer. Tu sais. Fait que c'est vraiment là où il y a une recherche de vocabulaire à faire. Puis là, après ça, oui, il y a un guide que tu peux faire. Tu sais, si tu as une grosse entreprise où tu délègues ta rédaction à d'autres personnes, ben c'est toujours intéressant d'avoir ton guide qui va te permettre, dans le fond, d'avoir une voix qui est pareille. Tu sais, peu importe qui écrit le texte. Ouais, exactement. Tu sais, puis ça, là, on parle beaucoup un peu de trouver sa voie comme, mettons, entrepreneur ou comme créateur de contenu. Fait que pour les créateurs de contenu, tu sais, trouver sa voie, c'est à l'écrit, mais ça va être aussi par rapport au type de contenu qu'on va faire puis les sujets qu'on va aborder un peu là, pour les créateurs de contenu. Mais justement, pour les gens qui sont qui rédigent du contenu dans le cadre d'un emploi puis qui doivent créer du contenu pour une marque, justement, il y a quelque chose qui est comme différent à considérer versus quand on est un entrepreneur, mettons un solopreneur ou un créateur de contenu? C'est sûr que oui, parce que là, c'est vraiment, faut suivre une ligne. Tu sais, par exemple, je vais prendre un gros exemple, mais on le prend tout le temps, mais c'est ça pareil. Apple, ils ont une ligne. Tu sais, toutes les personnes qui écrivent pour Apple doivent suivre la ligne de Apple. Puis je suis convaincue que si on y avait accès, on aurait une bible non seulement visuelle de leur identité visuelle, mais de leur identité, de leur brand voice, leur identité de la voix aussi. Donc, tu sais, c'est sûr que tu sais, pas obligé là, on n'est pas tous des Apple, mais tu sais, c'est sûr que en entreprise, ça prend vraiment. Puis je trouve que ça manque. Tu sais, oui, on fait des guides éditoriales, une ligne éditoriale, mais souvent il manque l'aspect de l'uniformisation de la voix, tu sais. On va dire, on parle de ces sujets-là, etc., mais c'est très comme, c'est ça, c'est pas au niveau de la voix, au niveau de l'énergie, de comment on veut la transmettre, puis tout ça. Puis, c'est ça, c'est un aspect, dans le fond, que j'espère amener davantage dans les entreprises ou partout, finalement. Je te confirme que c'est un défi pour beaucoup d'entreprises de trouver justement, tu sais, parce qu'il y a différents points de vue au sein de l'équipe de communication, du marketing. La personne qui gère les médias sociaux, des fois, va vouloir amener son petit grain de sel à elle. Mais là, comme quand il y a plusieurs personnes, ça peut devenir un défi, en fait. Fait ça serait quoi les éléments clés que les gens devraient considérer quand vient le temps de développer un brand voice, justement? En entreprise, c'est sûr que là, il faut ce qui est important, c'est de vraiment aller déterminer tous les mots qu'on veut utiliser, les mots qu'on veut pas utiliser, les expressions, et aussi selon les plateformes, tu sais, ce qui est dommage, je trouve, tu sais, quand je faisais ma recherche pour ma formation, j'essayais de trouver des compagnies québécoises au lieu de tout le temps parler d'Apple puis de ces grosses compagnies-là. Mais j'en ai trouvé très peu, en fait, qui avaient une voix unique qui était cohérente sur toutes leurs plateformes. C'est que souvent, on dirait que, puis tu sais, ça m'a été confirmé par des amis qui sont gestionnaires de médias sociaux, c'est que personne se parle. Tout le monde fait sa petite affaire, les gestionnaires font leur petite affaire, le rédacteur de site web fait sa petite affaire, puis il n'y a pas d'unité. Fait que c'est ça, dans le fond, que tu sais, que ce guide-là va amener, tu sais, si on sait tout le monde comment on parle, est-ce qu'on est amical et tout ça, puis sur les différentes plateformes, comment on s'exprime. Tu sais, parce que c'est sûr que le ton de voix peut changer selon la plateforme, ça c'est tout à fait normal. Donc, tu sais, ça fait une voix qui est plus forte encore, tu sais, parce que c'est pareil partout.
Parce qu'il y a une uniformité, donc peu importe le point de contact du client, exact. on a exactement la même expérience quand on rentre en contact avec la marque. Exactement, la même expérience, c'est exactement le mot, t'as trouvé le bon mot, parce que, tu sais, moi, je sais que si, par exemple, je suis sur un réseau social, puis je tripe sur une entreprise, j'aime leur voix, je trouve ça le fun, puis là, j'arrive sur leur site web, puis c'est ultra corpo, ben j'ai une déception, j'ai comme un espèce de « Ah, finalement, je pense pas qu'ils sont que je vais faire affaire avec eux parce que je suis plus sûre, là. C'est tellement quelque chose de vraiment intéressant parce qu'on a tendance à penser, les gens, ils pensent à la voix comme pour, mettons, comment on va être sur Facebook ou comment on devrait communiquer sur les plateformes, mais on devrait penser à cette notion-là dans toutes nos communications, que ce soit de l'infolette au site web, aux documents corporatifs, puis que d'avoir cette uniformité-là. Fait que ça, c'est vraiment une nuance importante que tu as. Ouais. Ben, sinon, ça fait, en tout cas, moi, l'effet que ça me fait, puis je sais que je suis pas la seule, c'est que c'est comme si on m'avait berné un petit peu, tu sais. Dans le sens que je suis comme, ben là, t'es qui, toi? T'es-tu le corpo ou t'es le fun, tu sais? Puis je le sais qu'il y a des gestionnaires de médias sociaux, tu sais, j'ai des amis qui, tu sais, humoristes qui font de la gestion, puis tu sais, c'est bien drôle, puis c'est bien cool. Mais est-ce que c'est leur vraie personnalité à l'entreprise ou ils ont juste trouvé ça cool d'engager un humoriste? Tu sais, c'est ça. Puis, tu parles d'humoriste, je pense que une des marques au Québec qui le fait le mieux, c'est peut-être, justement, on prend beaucoup l'exemple de Maxi. Hein, puis, parce que Maxi, justement, dans leur publicité à la télé, donc leur publicité traditionnelle, on a vraiment l'aspect humoristique parce qu'on a un Martin Matt qui est le porte-parole. Et quand on est sur les plateformes sociales, justement, on a l'aspect aussi un peu plus de gestion de communauté où est-ce qu'on est très à saveur humoristique. Puis qu'à l'intérieur de ça, on a un aspect un peu plus promotionnel aussi, que là, il est un peu moins humoristique. Il y a un petit travail à faire là-dessus, là, tu sais, il pourrait, tu sais, l'infolette, il commence des fois, là, tu sais, je stocke un peu les affaires, j'aime ça regarder. Ça commence, mais tu sais, je pense qu'il pourrait, sans non plus, tu sais, c'est sûr qu'un site web là, pour regarder des produits, faut pas que ça soit trop overwhelm, mais tu sais, il y aurait moyen de mettre leur petite touche, même si à la base c'est quelque chose de plus. Puis on le voit avec des entreprises comme Hydro-Québec, Maxi, qui ont développé, qui se sont permis de développer une voix unique, justement, qui détonne. On a peut-être Ricardo aussi qui le fait un peu là, sur les plateformes sociales, puis on voit l'impact que ça a, cette notion-là de développer cette voix unique-là. Fait que c'est quelque chose qui est vraiment important, mais je pense qu'une erreur que la majorité des gens font, c'est qu'ils pensent qu'on doit être drôle, justement. Dans le fond, c'est pas ça, nécessairement, avoir une voix unique. C'est l'adapter à nos valeurs vraiment beaucoup, puis de revenir. Je sais pas, toi, c'est quoi le truc que tu donnes? Moi, souvent, quand on parle de voix unique avec des clients, moi, souvent, le truc que je dis, c'est comme, hey, si j'appelle chez vous, dans ton entreprise, ou comme quand je parle à quelqu'un, un de tes employés, l'expérience que je vis comme client, c'est un peu ça que je devrais vivre quand je te lis ou quand je consomme ton contenu sur les médias sociaux. Toi, as-tu un truc comme ça pour aider les gens à valider, hey, on a-tu le bon ton de voix présentement ou on devrait comme le changer ou l'améliorer? À la base, tu sais, c'est comme je dis toujours, si toi, t'es pas quelqu'un pas de drôle, mais tu sais, qui dit des jokes à toutes les 2 minutes, puis des jeux de mots, puis ci, puis ça, puis que là, ta voix unique, c'est ça, c'est sûr que il va y avoir une espèce de déception ou de... Tu sais, il faut que tu sais, que peu importe que tu sois un solopreneur ou une entreprise, les entreprises ont des valeurs d'entreprise. Donc, faut que ce soit aligné. Tu sais, c'est sûr que si ton entreprise est super drôle, puis que quand justement tu te contactes ou tu leur écris des courriels, ils sont bêtes ou tu sais qui sont impersonnels, ça fait comme ok, tu sais. Donc le truc c'est vraiment de se regarder soi ou de regarder ses valeurs d'entreprise puis d'être aligné. Tu sais, si tu dis non, moi je suis pas comme ça dans la vraie vie. Le but c'est pas de copier les autres. Le but c'est pas de t'inventer une personnalité, c'est d'être toi. D'être toi le plus possible, tout en incluant les différents aspects marketing, essentiels, là, mais tu sais, je veux dire,
à la base, c'est ça. C'est carrément ça. Ouais, je pense que c'est bien résumé. Puis justement, tu sais, si t'avais juste un conseil pour à te donner là, qui est vraiment comme l'élément clé pour trouver sa voie unique, c'est quoi? Tu sais, là, tu as parlé de l'importance des valeurs, mais y a-tu comme un élément que tu fais comme ça fait toute la différence avec tous les gens que tu as accompagnés, là? C'est quoi comme le... C'est une bonne question. Il y a tellement, ça dépend tellement tout le temps de la personne d'où elle arrive, tu sais. C'est quoi ses blocages par rapport à ça. Mais je te dirais qu'une chose qui fonctionne souvent, ben là, c'est peut-être plus pour les solopreneurs, mais c'est de s'écouter, dans le fond, parler, et de lire à voix haute, dans le fond, pour voir, tu sais, si tu lis à voix haute puis que tu vois que, tu sais, c'est un peu robotique, ou que tes phrases sont tellement longues que t'as plus de souffle à la fin, mais il y a des chances que ce soit pas comme accrocheur, parce que c'est probablement pas comme ça que tu vas que tu t'exprimes, ou tu sais, il y a pas de mouvement dans la voix, dans ta voix écrite. Donc ça, c'est un truc quand même assez facile à faire, tu sais, de t'écouter ou de t'enregistrer, de voir c'est quoi tes patterns, dans le fond, à l'oral pour... Mais tu sais, ça commence par un mot. Tu sais, j'ai une cliente, tu sais, au début, elle était très non, 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 puis elle a commencé par mettre un mot. Le pays où elle avait voyagé. Puis juste ça, c'était difficile pour elle. Puis après ça a commencé un autre mot, un autre mot, un autre mot. Puis à cette heure, tu sais, a commencé, a vu qu'elle c'était correct de se dévoiler, puis c'était correct d'être soi-même. Puis là maintenant, ça va super bien. C'est ça. Des fois, c'est juste un petit pas par petit pas pour y arriver. Ah, ouais, c'est ça la clé, hein? Tranquillement, Ouais. pas vite. Ouais. Okay. Là, toi, présentement, je pense, si je me trompe pas, ta plateforme préférée, où est-ce que tu es le plus active, du moins, là, c'est LinkedIn. C'est là que tu ça reste publies le plus de contenu. Ouais. Mais toi, comme quand vient le temps de consommer du contenu, est-ce que LinkedIn, c'est ta plateforme préférée aussi? C'est comme quand ton réflexe, là, l'app que tu vas ouvrir en premier, là, mettons, par réflexe, c'est-tu LinkedIn ou LinkedIn, c'est ton réseau social préféré pour créer du contenu, mais que tu en as un autre pour consommer? Ben, dans le cadre de mon travail, oui, c'est LinkedIn. Tu sais, c'est sûr que si je veux jaser dans un contexte professionnel, tu sais, avec d'autres entrepreneurs, mais quand je veux juste me libérer l'esprit, c'est sûr que c'est Instagram, parce que là, j'ai aussi accès à un autre aspect des entrepreneurs avec qui que je suis sur LinkedIn. Tu sais, c'est plus perso, fait que je trouve ça le fun aussi d'avoir différentes facettes. Puis c'est plus léger là, mais c'est quand même, je suis quand même étonnée aussi de Instagram, à quel point ça fonctionne côté business là. Sur Instagram aussi, c'est étonnant. Ouais. Ça c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant, hein, parce que tu parlais de l'aspect naturel là, ou un peu plus behind the scene des entrepreneurs sur Instagram, mais on dirait que c'est quelque chose qu'on sent un peu plus arriver sur LinkedIn. Hein? Fait que sur LinkedIn, on dévoile un peu plus les dessous de la vie d'entrepreneur ou de la business, quoi que ce soit, le développement personnel / professionnel qui prend beaucoup de place, mais du côté d'Instagram, c'est vrai qu'on l'humanise peut-être un peu plus avec un contenu qui est différent. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de voir ça arriver de plus en plus sur LinkedIn aussi. On voit de plus en plus des photos authentiques. Pas des selfies en tant que tel, mais pas juste des photos où est-ce qu'on est un peu en mode on se met de l'avant dans une réussite, là, mais tu sais, un peu plus comme un peu behind the scenes. Fait que c'est quand même intéressant aussi, puis de voir comme à quel point justement les deux plateformes peuvent créer du contenu qui sont similaires en termes de sujets abordés, quoi que ce soit. C'est très intéressant. Puis dans ton quotidien, mettons, y a-t-il un outil que tu dis, hey, cet outil-là dans mon workflow, là, dans mon processus créatif, je ne pourrais pas m'en passer? Antidote, mais c'est pas pour le correcteur. C'est pour les dictionnaires. Je suis
En fait, je suis une grande adepte des champs lexico. Pour moi, c'est une mine d'or d'idées, de créativité. Donc, dictionnaire des champs lexicaux, dictionnaire des synonymes, dictionnaire des co-occurrences. Pour moi, ça, c'est ma mine d'or pour toute ma créativité, pour avoir des nouvelles idées aussi, d'association de mots, pas toujours utiliser les mêmes choses. Fait que, ouais, moi, c'est pas mal mon outil précieux. Ouais, moi aussi, j'adore utiliser cette portion-là de l'outil d'antidote là, pour aller trouver le juste mot là, des fois, ou aller trouver une variation. Là. Fait que, ouais. Très, très cool. Y a-t-il un créateur de contenu qui t'inspire vraiment beaucoup, que tu dis comme cette personne-là, à chaque fois, je la lis, ça peut être en français, ça peut être en anglais, puis ça peut être sur n'importe quelle plateforme, là, c'est pas obligé d'être sur LinkedIn, mais y a-t-il comme un créateur de contenu que tu fais comme oh wow, comme tout le temps là? C'est une bonne question parce qu'il y en a beaucoup. Écoute, je te dirais, il y en a plusieurs que j'aime vraiment beaucoup. C'est sûr qu'il y a Alexandra Martel, il y a Tatiana Saint-Louis. J'aime beaucoup l'infolette de Julie Rochon. Je trouve que c'est très, justement, elle a une voix vraiment unique et très, très simple, mais ce qu'elle dit, c'est toujours d'une belle profondeur, puis elle amène des choses intéressantes. Sinon, il y a Juliette Bélanger, que j'aime bien sur Instagram, qui parle de sujets qui sont, comme, je sais pas, l'anxiété, grossophobie, etc., qui nous fait réfléchir toujours à des nouveaux... qui poussent beaucoup la réflexion par rapport à des enjeux sociaux. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Ah, très cool, très cool. Donc, fait qu'on a fait pas mal de tours. Est-ce qu'il y a une chose que tu aurais aimé partager sur laquelle je t'ai pas posé de questions pendant que tu as la chance de jaser à une... Non, je pense que, écoute, on a fait un beau tour du sujet. C'est des questions très intéressantes. Puis, écoute, c'est sûr que si les gens ont envie d'explorer ça, ça me rend heureuse. Puis je suis là pour aider. C'est comme ma grande mission. Ben oui. Fait que où t'aimerais envoyer les gens là, si on l'a dit, ta plateforme prioritaire, je pense, c'est sur LinkedIn. Fait que cherche avec ton nom perso. Ouais, puis il y a mon site web évidemment là, julieterrien.ca. Où on peut m'écrire, puis c'est ça. Dans le fond, c'est pas mal les deux endroits les plus faciles pour me rejoindre. Puis tu avais une ressource aussi que tu voulais donner aux gens qui écoutent le podcast. Donc, tu as une petite gratuité à leur donner. Oui, c'est ça. Je cherchais, dans le fond, une façon de faire rentrer un petit peu les gens dans le monde de ce que c'était mon travail. Donc, j'ai fait l'analyse de voix unique de 2 entrepreneurs qui ont beaucoup de succès, entre autres à cause de leur voix unique. Donc, c'est Alexandra Martel et Geneviève Gauvin. Et puis, j'ai fait un document avec ça, puis pour montrer, dans le fond, pour expliquer aux gens ce que c'est. C'est vraiment une grosse analyse là, des mots qu'ils utilisent, de leur ponctuation, tout ça, puis qu'est-ce que ça fait ressortir de leur personnalité. Donc, je pense que c'est une belle façon de comprendre la profondeur. Tu sais, c'est juste un petit bout, là, mais un des petits aspects de la profondeur de ce que peut être la voix unique et de son importance. Cool. Fait qu'on va mettre évidemment tout ça dans les notes de l'épisode. Fait que merci beaucoup, Julien. Merci à Julie, toi. pardon, t'es rien. On va recommencer ça. Merci beaucoup, Julie, d'avoir participé au Social Show puis d'avoir participé à amener les gens à découvrir leur voix unique. On continue à te suivre sur LinkedIn. Oui. Bye, merci beaucoup. Si tu t'es rendu jusqu'ici, je veux te dire merci d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode au complet. On sait qu'il y a une tonne de contenu sur Internet, donc que tu sois là jusqu'à la fin, ça me touche vraiment. Je vais aussi prendre le temps de remercier Isarta, qui est le commanditaire officiel du Social Show. D'ailleurs, je t'invite à aller visiter le formation.isarta.com pour voir toutes les formations en lien avec le marketing numérique, dont quelques-unes de mes formations à moi. Finalement, un autre élément qui pourrait t'aider dans ta création de contenu, c'est la machine à contenu. C'est quoi ça, la machine à contenu? C'est simple, c'est un outil que je suis en train de développer qui va vraiment t'aider à toutes les étapes de ton processus de création. De l'idéation
à la gestion de tâches en passant par l'analyse des statistiques et tout l'aspect stratégique de la création de contenu. Tout ça, c'est dans un seul outil. Ça s'appelle la machine à contenu. Donc, visite machineacontenu avec un s.com pour te mettre sur la liste d'attente et pour savoir tous les détails en lien avec cet outil. Je ne reste pas plus longtemps, je te dis merci et à la prochaine.